Brest. Elle aime bien rougir, ma femme. Faut moins de bonbons, plus de légumes. Et quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. Oh bah. 43e but de Oscar était d'or. Oh la talonnade. Oh la pue, non. Magnifique but. La voilà, jaune. Francis Perra, ça tourne. Brestois, brestoise, il y a 365 jours, le Stade brestois se déplaçait à Barcelone pour y affronter le FC Barcelone et y prendre 3-0, un résultat finalement anecdotique d'une soirée qui ne l'était pas, dont on se souvient encore un an après. Et d'ailleurs, je suis avec Fanch. Alors, on va pas en parler, Fanch, mais d'abord, bienvenue pour ce 133e épisode de Brest on Air, Fanch. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va, ça va, peut-être un peu mieux qu'après le dernier podcast et la défaite au Havre, mais on peut pas dire que ce soit non plus, la grande joie, hein, c'est clair, on va pas se le cacher. On est toujours malade. Oui, tout à fait, le Stade brestois malade et moi je suis en train de tomber malade également. J'ai l'impression que la voix est en train de partir. Mais bon, on va quand même, faire le boulot sur ce nouvel épisode du podcast, bien sûr. Et j'en parlais rapidement, ce Brest-Barcelone, enfin ce Barcelone-Brest plutôt. Est-ce que tu en as des souvenirs particuliers? Moi, j'ai surtout souvenir de, puisque donc on était à RACU, hein, dans la phase de Ligue des Champions avant Barcelone, et on entendait des choses. Peut-être que Brest peut le faire. Peut-être que Brest peut le faire à Barcelone. Ah, ils ont déplacé des montagnes jusque-là, gagné contre le PSV, fait match nul contre les Leverkusen. Et Barcelone, finalement, c'est quoi Barcelone, hein? Et donc l'histoire retiendra que finalement Brest est tombé pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe contre le FC Barcelone et je trouve que c'est quand même assez classe de le dire, d'autant que c'était une belle équipe du Barça qui a été en demi-finale de la compétition, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Mais oui, bon, c'est vrai qu'on était sur un autre petit nuage clairement, hein, même si en championnat à l'époque, c'était pas non plus, extraordinaire, parce qu'on devait gérer la Ligue des Champions en parallèle. Mais le nul contre les Leverkusen nous avait fait nous enflammer effectivement et cela dit derrière on arrive à battre le PSV donc on aurait tout à fait pu, tirer peut-être un nul contre le Barça, d'ailleurs on a perdu 3-1 là-bas parce qu'il me semble que Mathias Pereira Lage a marqué et Tout à que fait. pour moi le but compte. Mais on a quand même vu une très nette différence de niveau quand même, Ouais. d'entrée de jeu et tout au fur et à mesure du match, en tout cas pour ceux qui y étaient, je pense un souvenir qui restera à jamais gravé dans vos mémoires. Comme pour tous ceux, bon malheureusement tu n'en fais pas partie, mais pour tous ceux qui ont fait des déplacements, européens la saison dernière. Revenons à des choses plus, réalistes, plus tragiques, moins agréables. La Ligue 1 2025-2026, mon cher Fanch, ça se passe pas top, c'est moyennasse et on nous a demandé, sur Twitter notamment, de poser vos questions. On va se faire une sorte de foire aux questions. Sur de quel sujet, vous voudriez que l'on parle? Parce que, en fait, bon, évidemment, on va pas parler de choses très, très agréables, mais on avait du mal, Fanch, à trouver des sujets sans vraiment partir, dans le catastrophisme, on va dire, où, tout est noir, il y a plus d'espoir. Et finalement, vous nous avez aidés à travers vos questions à un peu, organiser ce podcast et on les a synthétisés pour en faire un quelque chose d'un peu plus clair, un peu plus, heu, fluide à suivre, on va dire, plutôt que ça parte dans tous les sens. Hem et je vais te poser la 1re question. Ça va parler de l'entraîneur, Éric Roy qui a prolongé donc l'été dernier. Peut-il être menacé? Je pense pas. Pour moi, j'ai du mal à imaginer Eric Roy être menacé après tout ce qu'il a apporté au Stade brestois et pour moi, il y a absolument pas d'urgence au point de devoir changer d'entraîneur. D'ailleurs, si on met de côté, le résultat face à Metz, même avant Metz, on n'était pas encore relégable et quand bien même il y a des lacunes à peu près partout, dans cette équipe, je pense qu'il y a d'abord des choses à régler avant le cas de l'entraîneur. On voit notamment le poste de gardien de but, on en reparlera très certainement ensemble, un peu plus tard. Pour moi, je pense qu'Éric Roy est encore l'homme de la situation. C'est quelqu'un qui a su, par le passé, justement gérer, des cas de figure un peu similaires. Lorsqu'il arrive au club, la situation est encore pire que celle-là. Il avait réussi à trouver les ficelles,
pour justement redonner au Stade Brestois un peu d'allant, un peu de solidité défensive dans un premier temps. Puis après, on a vu ce que ça a donné sur les mois de compétition qui ont suivi. Je pense qu'Éric Roy est également quelqu'un qui est très respecté au club, très apprécié de ses joueurs et qu'il a besoin de temps, je pense, pour que les nouvelles recrues, donc notamment, je pense à Lucas Touzard, par exemple, qui semble en train de s'imposer, non pas sur le terrain, mais en tout cas dans le vestiaire dans un premier temps, parce que j'ai cru lire dans le Télégramme qu'il faisait partie d'un petit groupe de joueurs, d'un noyau de joueurs réduit qui avait l'oreille qui écoutait en tout cas et qui avait faisait partie d'un sorte de conseil des sages. Et que toutes ces nouvelles recrues, la Bolascari, Pathé Mboup, etc., qui ont besoin, je pense, de temps. Eric Roy a besoin de temps pour mettre tout ça en œuvre. Donc tu me donneras ton avis. Je pense que, sans trop me prononcer, je pense que tu es plutôt d'accord avec moi sur le sujet. Mais pour moi, Eric Roy n'est pas menacé. C'est en tout cas pas, je pense pas que ça changerait quoi que ce soit. Si on virait Eric Roy demain, je vois pas comment l'équipe pourrait être bien meilleure du jour au lendemain. Pour moi, c'est Oui, pas responsable. je te rejoins et juste, je te pose une 2e question. Est-ce que tu trouves que Éric Roy, est lucide sur la situation du club? Est-ce que t son discours, te fait, retranscrire une certaine lucidité et un certain recul sur la situation dans laquelle se trouve le club? Dans ce que tu peux entendre, de l'entraîneur enfin, si tu veux que je précise, est-ce que dans les conférences de presse d'avant, après match, est-ce que tu Mmh. enfin, ça il re s son discours, est-ce que tu te retrouves dans son discours? Est-ce que c'est la même chose dont tu penses? Alors Je évidemment, je suis assez d'accord lorsqu'il fait l'état des lieux du club et de la situation, notamment situation économique, financière, lorsqu'il se plaint, à demi-mot, mais parfois il se plaint très clairement, notamment du manque d'argent et il s'en étonne un petit peu suite à la campagne européenne de la saison dernière dont on parlait en introduction et là-dessus, je le rejoins tout à fait. Après, je trouve que c'est quelqu'un qui a jamais menti en conférence de presse, qui a toujours respecté aussi le club, qui a dit les choses clairement aux gens, aux supporters, lorsque ça allait, lorsque ça n'allait pas. En revanche, je trouve qu'il y a un petit peu de j'ai pu voir dans les semaines passées peut-être un peu plus de fatalisme dans son discours, que ce soit sur le cas Maïeski, que ce soit sur la défense où il dit: «Bah, voilà, c'est toujours la même chose, ça fait depuis l'année dernière, on prend des buts». C'est vrai. Je l'ai connu un peu plus combatif dans ses propos et dans le discours qu'il pouvait tenir en conférence de presse. Après, je me méfie toujours des discours en conférence de presse. On sait que c'est tenu devant les journalistes et que devant les joueurs, il y a certainement un autre discours qui est tenu et je j'ai aucun doute qu'en privé, en interne, il soit absolument combatif. Mais je me retrouve lorsqu'il fait le bilan et l'analyse de la situation du club, peut-être un petit peu moins parfois lors de ses analyses de match et ça, on en parlait avec Yann qui n'est pas là, mais sur certaines analyses de match où je le trouve parfois pas forcément tout à fait lucide sur ce que en tout cas, j'ai pas vu les mêmes choses que lui. Après, c'est lui le professionnel, c'est peut-être moi qui ai mal vu, hein. après vous avez pas le même point de vue non plus, du stade. Lui est un peu plus bas, toi tu es un peu plus haut. Donc peut-être que ça influe sur vos points de vue. Mais je te rejoins évidemment, je pense que Éric Roy n'est pas le problème numéro un du club et je pense que, par le crédit qu'il a gagné au fur et à mesure des mois et des semaines, auxquels il a travaillé dans le club, je pense que ça il mérite aussi un peu qu'on lui laisse le temps de travailler. C'est vrai qu'il a eu un mercato tardif. Il y a beaucoup de joueurs arrivés qui ne sont pas nécessairement prêts. Tu as bien sûr cité Lucas Touzard, mais heu et puis il y a beaucoup de joueurs qui sont, aussi des paris et parfois les paris, ça marche, des fois ça ne marche pas. Un joueur comme, Dinaye Bibé par exemple, c'est un peu on est toujours un peu sur l'arête de la pièce. On ne sait pas trop de quel côté elle va tourner. Il y a des fois où c'est plutôt intéressant et puis là, on l'a même pas vu contre Metz. Je ne sais pas s'il était blessé ou pas? J'ai pas eu aucune information, en tout cas lu dans la presse, quoi que ce soit. J'étais un peu surpris de pas le voir rentrer. Je m'étais dit qu'en plus avec un 15 jours de travail, physique supplémentaire, ça aurait été l'occasion peut-être de voir un nouveau Dida Doumbé, mais non, clairement, je sais pas. Ouais, tu vois? Donc il y a des patterns pour lui aussi, pour le joueur qui se répètent, hein, avec des soucis à l'Eintracht Francfort, là des soucis aussi avec Brest, même si, on les entend pas clairement être stipulés les soucis, mais s'il entre pas en jeu contre Metz, c'est que, voilà, il est quand même dans la hiérarchie en dessous de certains autres joueurs. Peut-être le souci aussi de savoir, à quel poste il est le meilleur parce que, il a été un peu, heu, foutu à droite et à gauche et finalement même pour lui, ça doit pas être tellement facile de pas pouvoir, s'installer
à un poste. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Eric Roy n'est pas le problème principal et il ne doit pas être menacé. En tout cas, à l'heure actuelle et comme tu l'as dit, c'est aussi important de mettre les choses en perspective. Le danger n'est pas immédiat, on va dire, ça comme ça, même s'il est ouais, je pense que la situation est à prendre au sérieux, mais il y a pas non plus besoin de surréagir. C'est peut-être aussi, l'un des dangers de la situation, c'est de prendre des décisions qui seraient peut-être pas les meilleures parce que la situation est un peu dangereuse, mais pas non plus outre mesure, hein. Il y a pas non plus de quoi, s'alarmer. Finalement, Brest, est théoriquement à sa place d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue stature du club, taille du club. Oui, bah, C'est c'était à sa le place. club de Ligue 1,5. Oui, c'est ça, ouais, c'est à sa place. Et puis, même si on peut regretter que le club n'ait pas Voilà, ouais, réussi c'est ça. un cap suite à la Ligue des Champions, on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mais finalement, c'est une saison classique si on enlève les 2 dernières. Une fois qu'on se met dans la tête que le club n'a pas passé de cap, bah, on est de retour au point zéro, quoi. Parlons jeu, Fanch. Allons-y. Jeu, bon, ou absence de jeu plutôt, puisque, c'est pas non plus, l'extase à ce niveau-là. Il y a pas grand-chose qui va, hein, d'ailleurs, ce sera un podcast, un thème récurrent de cette émission. Il y a pas grand-chose qui va, mine de rien. Alors ça a été mieux contre Metz. Ça a été mieux contre Metz, on met une petite astérisque. Évidemment, ce match contre Metz nous permet de nuancer. On ne peut pas non plus oublier, le match contre Lyon à 11 contre 10. Bon, le match, à Marseille, c'était un peu différent, mais même le match contre Le Havre, hein, qui était, parmi les plus pauvres qu'on nous ait donné, la chance de voir. La chance, je sais pas. Si, si, oh, c'était, ouais, pas tous les jours qu'on voit des purges pareilles. Il faut mais ouais, donc le jeu, absence de jeu, est-ce qu'il faut changer de système? Alors déjà et d'un point de pour changer de système, il faut savoir quel est notre système actuel. Est-ce que c'est le 4-3-3? Est-ce que c'est le 4-2-3-1? Vers quel système tu irais? Tu Ben, pencherais? en fait, il y a pas mal d'interrogations à tous les postes. Au-delà même du système, il y a aussi une question d'hommes. Je pense que c'est plutôt les hommes qui vont faire le système que l'inverse, j'ai l'impression, dans cette équipe du Stade Brestois. Et le cœur du réacteur, on le dit souvent, c'est le milieu de terrain. Autant le milieu de terrain était depuis 2 ans et demi, 3 ans absolument identifié avec Pierre Lesmelou en point de basse, Mady Camara, Hugo Menetti un petit peu devant lui, voilà, c'est un milieu de terrain qui était extrêmement complémentaire, qui avait réussi à trouver, qui pouvait, voilà, qui fonctionnait les yeux fermés, hein. Quand on voyait Mady Camara se projeter, c'était tout de suite compensé. Il y avait un milieu de terrain qui marquait des buts, qui était extrêmement actif, avec un Pierre Lesmelou qui rassurait également sa défense. Il a fallu tout reconstruire. Le seul Magnéti, alors Magnéti pour moi c'est le plus faible des 3 joueurs que j'ai cités, hein, avec Lesmelou et Camara, c'est celui qui a le moins de qualité peut-être technique pure et qui en revanche dans ce milieu-là trouvait totalement son rôle et remplissait parfaitement sa tâche. Là, c'est plus compliqué. Je trouve qu'il a été mieux contre Metz, mais sinon, il sortait d'une période vraiment très, très compliquée. Et derrière, à qui faut aligner? Moi, j'aime bien Joris Chotard, mais on en parlait aussi, Quentin. Et je voyais pendant le match, tu en parlais avec Yann, c'est un joueur qui prend trop peu de risques, trop peu d'initiatives, je trouve, pour aller vers l'avant. Et on a un peu un milieu multidimensionnel avec des joueurs qui sont travailleurs, qui sont assez actifs à la récupération, mais quand il s'agit de se projeter vers l'avant et de créer du jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Alors au-delà du Et système, moi il y a j'aimerais aussi le côté de se montrer disponible pour ses défenseurs et ça le jeu un peu sans ballon où par exemple Mady Camara était, excellent, il sentait le jeu, il savait où se positionner, dans certaines configurations de jeu, quand Kenny Lala tout de suite avait le ballon, bah, il se projetait, il faisait l'appel de balle dans le dos du latéral adverse. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué, on a même avant même qu'il puisse créer quelque chose, on a du mal à le trouver et c'est un vrai problème. complètement. Et puis on voit très bien que lorsque Brest a le ballon et joue face à un bloc qui est un peu plus bas comme Metz, quand Brest doit faire le jeu, c'est extrêmement compliqué. Donc moi je trouve qu'il faudrait, que le milieu de terrain soit en tout cas qu'on arrive à identifier un milieu de terrain qui soit aligné le même sur plusieurs rencontres pour trouver des automatismes. Tu me diras, toi, comment tu l'imagines. Moi, je pense que Magnéti est quand même important dans cette équipe, parce qu'au début, j'étais
en train de me dire peut-être que sans lui, ce serait mieux, mais je pense quand même qu'il apporte quelque chose et c'est aussi un relais d'Éric Roy sur le terrain. J'ai du mal à me voir le 11 de Roy sans Magnetti. Avec Lucas Touzard, je mettais des espoirs en lui, joueur qui a de l'expérience, passé par l'OL, etc. Mais pour l'instant, physiquement, c'est extrêmement compliqué. J'aurais bien mis Magnetti, Chotard et Dinaï Mingbe, mais je vois pas trop, j'aime pas trop Dinaï Mingbe dans un 4-3-3, dans le rôle des trois de devant. J'aurais aimé le voir un peu dans un rôle à la Madi Camara pour voir ce que ça donne. Et sinon, devant, Jorque, évidemment, incontestable avec Del Castillo. Je ne suis pas un grand fan de Doumbia, mais force est de constater que sans lui, on n'arrive pas à marquer des buts, on n'arrive pas à se procurer des occasions. C'est un petit peu lui le lien entre le milieu et l'attaque, même s'il est encore très perfectible. D'ailleurs, le coach dit qu'il en attend plus. C'est un peu un casse-tête, donc il faudrait avoir Doumbia qui joue derrière Ajorc avec Del Castillo d'un côté et je sais pas, Pathé Mboup ou la Bolascari de l'autre, mais dans ces cas-là, ça laisse plus que 2 places au milieu de terrain. Donc je dirais Magnetti peut-être et puis Chotard, quoi. Mais ça me semble un peu léger au milieu. Est-ce que, en fait, enfin, c'est la question, c'est est-ce que tu attends d'avoir, des bons résultats pour ancrer ton système de jeu? Ou alors, en fait, est-ce que ton système de jeu va influer sur les résultats? C'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. C'est le un peu le serpent qui se mord la queue. C'est, c'est l'œuf ou la poule finalement. Qu'est-ce qui va arriver en premier? Est-ce que tu vas réussir à installer tes joueurs En fait, c'est une question de avec des bons pragmatisme. résultats ou alors, les bons résultats vont faire que tu vas installer tes joueurs? Par exemple, au prochain match, c'est difficile de changer ce qui a bien marché contre Metz. Tu te dis: «Ça a bien marché contre Metz», Ça, alors, tu ça peux a pas «changer» correctement, entre guillemets. ça a correctement marché contre Metz, mais je pense que si tu refais 2 matchs 10 fois, tu le gagnes pas 10 fois forcément non plus. On n'a pas vu une équipe de Brest qui roulait sur Metz, on a vu une équipe de Brest dominatrice. En face, c'était pas non plus dingue, mais C'est ça, oui, je pense que tu as raison, il faut quand même peut-être essayer de partir sur la continuité. Ça a marché plus ou moins contre Metz, peut-être que ça va continuer à progresser de cette manière face à Strasbourg et que, si on doit de toute façon, il y a pas vraiment de raison de rechanger là, tout de suite contre Strasbourg. Tu peux changer les hommes, hein, éventuellement, tu peux changer par exemple un Mboup pour un Labo Lascari, tu peux changer un Touzard pour un Chotard, mais dans les grandes lignes, tu modifies pas tout. Encore une fois, je pense que cette équipe a besoin de stabilité et c'est avec la stabilité qu'elle va se construire. Parce que de toute manière, cette année, on va pas se cacher, on joue une chose, c'est le maintien. Et le maintien passera justement par des certitudes. Généralement, c'est ce qu'on dit, hein, une équipe qui sait ce qu'elle sait faire, elle sait aussi ce qu'elle ne sait pas faire. Et Brest, en ayant des certitudes tactiques, je pense, pourra voyager un peu plus sereinement pour acquérir le maintien en fin de saison. D'autant que la façon dont Strasbourg va jouer sera drastiquement différente que celle de Metz. Je pense qu'on va s'attendre à un pressing très, très haut du côté de la Méno. Donc je pense que Ludovic Ajorc, au niveau long ballon, aura du travail et il faudra être présent au second ballon, chose qu'on n'est pas tellement en mesure de faire actuellement. Il y a toujours compliqué parce que, et on le voit, il n'y a pas que Brest, hein, il y a pas mal d'équipes qui sont à voir comme ça. Mais je pense que l'idée, à la base, c'est quand même de relancer proprement, d'éviter un peu ces longs ballons. Sauf que du coup, tu as tes 2 milieux de terrain qui reviennent plus ou moins au niveau de la défense pour, relancer pour, demander le ballon. Sauf qu'ils sont pas vraiment trouvables parce qu'il y a un marquage évidemment, donc tu balances sur Ajorc, mais du coup, tes milieux de terrain ne sont pas au second ballon parce qu'ils sont à côté de ta défense pour la demander le ballon. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi, assumer un style, trouver ce style de jeu. On parlait, dans le podcast précédent d'identité. C'est quand même l'une des principales questions. Quelle est l'identité de cette équipe de Brest 2025-2026? On est fin novembre et c'est toujours très, très compliqué de la ressortir, hein. Est-ce que c'est une Je équipe de je contre? pense Est-ce que c'est je pense que tu as raison et que si tu prends les 18 équipes de Ligue 1, je pense qu'on est capable de dire à peu près pour les 17 autres comment elles vont jouer. Que ce soit même Metz, que ce soit Le Havre, que ce soit Angers qui est plutôt intéressant. Et Brest, en fait, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas. D'une semaine à l'autre, ça change tout le temps. Ça peut être plutôt correct. On a vu même un très bon match contre Nice, un match OK contre Angers, contre Metz. Et derrière, tu peux passer complètement à côté, comme par exemple contre Lyon, tu es à 11 contre 10 pendant 85 minutes et tu as quoi? Tu as 2 occasions. Et ça manque vraiment de certitude dans cette équipe. ça joue avec la peur au ventre pour moi.
Ah oui, ça, je suis Ça joue d'accord. ça joue avec, Bah, d'ailleurs, le symbole de ça, c'est le penalty manqué de Del Castillo contre le PSG, puis contre Metz. Alors, il a eu l'énorme courage, et ça, faut le souligner, parce qu'il est retourné tirer. Et moi, quand je l'ai vu reprendre le ballon, je me suis dit, oh là, il en a vraiment quand même, hein, c'est extrêmement courageux. Mais il flingue ça. S'il le loupe là, il flingue sa saison. Enfin, c'est fini derrière. On voit les joueurs, au fur et à mesure du match, pardon, le ballon brûler les pieds, ça allait un peu plus vers l'arrière. Et quand il y a eu le deuxième but avec ce contre son camp qui est un peu symbolique de la malchance actuelle, je pensais vraiment que c'était foutu pour. Je me voyais presque le match nous échapper et perdre la rencontre, tu vois. Donc ça joue avec la peur, mais faut aussi peut-être que le signe du destin de ce deuxième penalty contre Metz va donner un peu de confiance à tout le monde et on va essayer de repartir de l'avant. Mais là, le calendrier jusqu'à la trêve est difficile, hein, avec Strasbourg, Monaco et Rennes. C'est pas dit que tu fasses beaucoup de points non plus. Donc tu peux arriver à Noël en étant pessimiste avec 14 points, 15 points. C'est juste. c'est limite, mais pour partir avec, déjà la confiance, est-ce que ça part pas du gardien finalement, mon cher Fanch? Est-ce que toi, quand tu jouais au foot, que tu avais un gardien qui savait pas attraper un ballon, est-ce que tu te sentais: «Ah le match il va être difficile»? Bah, l'avantage, c'est qu'à mon niveau, tous les matchs étaient difficiles parce qu'on était quand même assez nuls. Donc, donc non, mais c'est vrai que j'ai pu jouer dans des équipes qui étaient meilleures que d'autres et qu'on avait un bon gardien, une bonne défense, bah, naturellement, toi, tu arrivais sur le terrain à notre tout petit niveau, tu arrivais sur le terrain avec davantage de confiance et davantage de certitude, de confiance en toi, de volonté d'aller de l'avant, de créer des choses. Et puis tu savais que si tu ratais, c'était pas grave, de toute façon, tu avais confiance dans tes partenaires derrière. Là, clairement, on voit que c'est un Stade Brestois, tu disais qu'il joue avec la peur, mais c'est ça part. Maïeski, il diffuse la peur à tout le monde. Quand il y avait un corner, un coup de pied arrêté ou une incursion adverse, tout le monde tremblait, que ce soit les joueurs, les supporters. On a bien vu le coup franc contre l'OM. Je pense que toi ou moi, on l'arrête, ce coup franc. Oui, Très honnêtement. et je pense qu'on peut même aller plus loin. Toi, tu es dans ton canapé, tu vois une passe en retrait pour Maïeski, il y a personne autour, tu te dis: «Il va se passer un truc». Alors pour l'anecdote, quand on regardait le match contre l'OM, il y a donc la frappe, qui donne le coup franc, elle est déviée de la main par Chardonnay et puis je dis, «Ah bah bravo, excellent, bravo, très bel arrêt de Brandam parce que Maïeski l'aurait pas arrêté» et Yann me dit: «Attends qu'il y ait le coup franc qui passe quand même avant de dire ça» et bon, j'aurais mieux fait de fermer la bouche parce que et en plus je vois la balle arriver sur Maïeski, avec la frappe, je dis: «Bon, tranquille, il est mal frappé» et pourtant, je dois dire, hein, que dans les premiers podcasts, vous pouvez retrouver, moi j'étais plutôt content qu'il signe, parce que je me suis dit: «Bon, gardien de Monaco, qui a fait une belle saison, 2023-2024, il est passé à côté». Ça arrive à tout le monde de passer à côté, d'avoir des moments de moins bien. Il a perdu sa place et quand tu es gardien, quand tu perds ta place, c'est très difficile de la retrouver. Là, à Brest, il a eu énormément de confiance. Bon, à chaque fois, on lui a remis sur le poste de titulaire, mais si on compte les conneries, je compte, la connerie contre Marseille, le match à Lens où il sort n'importe comment. Il y en a d'autres, hein, Lorient, Lorient évidemment, à Toulouse, c'est pas d'aide non plus. Contre Lille, les 3 buts qu'il encaisse, je suis pas certain que Bizot, il prenne les 3. Je suis d'accord avec toi, ça part du gardien et là où je suis un peu inquiet, c'est que je suis pas persuadé que Couder diffuse beaucoup, beaucoup plus d'assurance. Je pense qu'il en diffuse un peu plus et que les joueurs, ont plus confiance en lui. Pour je autant, pense que de prime abord, je pense qu'il est plus apprécié aussi oui, et tout que à je fait. pense que ça fait davantage plaisir aux joueurs de jouer avec lui plutôt que Maïeski qui, au-delà même de son niveau, technique, d'un point de vue, gardien, je trouve que, je l'ai jamais vu crier sur ses défenseurs, même quand ça allait pas, même quand voilà, il prenait un but, qui n'était pas de sa faute et que défensivement c'était pas top. On va dire le premier but contre Lorient où l'ailier enfin c'est le piston droit, c'est Lebris je crois qui ouvre le score, et le piston droit qui est quand même relativement seul au deuxième poteau. Il fait une reprise, qui est belle. Tu vois, il y a pas Maïetzki qui, est en train d'essayer de remobiliser un peu, d'essayer déjà d'un point de vue, langue, est-ce qu'il est capable de le faire? Et aussi quelle légitimité il a à le faire? S'il crie sur ses défenseurs, bah, le défenseur il dit: «Bah, oui, bah, contre Toulouse frère, tu étais nul à chier, excuse-moi, j'ai le droit d'être nul à chier aussi quoi», donc Bah, à partir de là, c'est difficile quand ton gardien n'est pas maître de ta défense, c'est difficile d'avancer. alors, je cherche parce que sans donner de nom, mais on a eu une discussion avec un ancien joueur de Brest, hein, qui, justement, un joueur passé à l'époque à Brest qui n'a pas connu, les dernières saisons. On discute, assez régulièrement. Il demandait, comment un joueur pro pouvait réagir quand un gardien, comme ça, crevait l'équipe, semaine après semaine et il répondait: «Ils doivent péter des plombs, mais ils peuvent certainement rien dire». Donc je pense qu'effectivement, tu as raison.
dans leur tête, ils sont très agacés. Et on l'a vu quand Couder est arrivé devant la tribune Quimper lors du match face à Metz, son nom a été scandé par la RDK pendant plusieurs minutes avec Couder. Donc je pense que voilà, tout le monde sait que le public est derrière Grégoire Couder, l'équipe semble être derrière lui, et je vois absolument pas Maïski retrouver sa place dans les semaines qui viennent. Non, non. Il y a une très bonne blague d'ailleurs d'un tweetos, je sais pas si tu as vu, qui disait que Monaco avait mis une clause dans le contrat de Maïski qui devait forcer Maïski à jouer contre eux. Je trouvais ça très drôle. Et est-ce qu'il faudrait recruter quand même au mercato, à ce poste, Pour moi, oui. principalement? Pour moi, c'est le poste clé auquel il faut recruter, parce que je pense qu'à tous les autres postes, on peut avoir des joueurs qui ont niveau Ligue 1. Ajorc Del Castillo, Doumbia, Labolascari, c'est OK. Milieu de terrain, c'est pas le milieu de terrain du championnat. On va pas finir 3e avec eux, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Peut-être un renfort au milieu de terrain. Défense, ça me semble OK, même si tu vois, j'ai un Kenny Lala qui semble un peu tirer la langue. Par contre, dans les buts, que ce soit Maïski ou Couder, moi, je vais à la guerre avec aucun des deux. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Bah, non, certainement pas Maïti. Après, Couder, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. On va dire qu'il a un mois pour montrer ce qu'il sait faire, et après, je pense que enfin, ses performances dicteront, on va dire, l'attitude du club au mercato. Après, tu connais aussi le club comme moi, hein. Si c'est suffisant, pas besoin d'aller plus loin. C'est Donc, vrai. est-ce qu'il faut espérer des prestations médiocres de Grégoire Couder pour avoir un gardien avec davantage de qualité au mercato d'hiver? Je suis pas sûr. On va pas aller jusque-là quand même. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, c'est vrai que bah, tu prends 1,77 points par match, pas buts par match, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait, faut marquer 2 buts pour gagner un match. C'est compliqué quand on a passé 4 matchs sans marquer avant de jouer contre Metz, et où là, tu es plutôt bien débrouillé. Continuons, remontons un peu. Voilà, la défense, bon, la défense, on a un peu de toute façon, bon, il y a pas grand-chose à dire sur la défense. Il y a des joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser en Ligue 1. On va passer peut-être au milieu de terrain. On en a parlé brièvement. On a parlé de Chotard, Magnetti. Est-ce qu'ils sont trop similaires? Est-ce que c'est un milieu de terrain qui manque de complémentarité? Et il y a quand même un joueur, bon, voilà, tout le monde, je pense, sait qu'on n'est pas le plus grand fan de ce joueur, mais qui est revenu contre Metz et ça a été mieux. C'est Cameron Doumbia, qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Oui, qui a fait plutôt un bon match, sans pour autant que ce soit son meilleur match à Brest. Mais en fait, c'est pareil, c'est un petit peu faute de mieux, parce que moi, je trouve que Cameron Doumbia a quand même beaucoup de lacunes, que ce soit des lacunes physiques, même techniques, hein. Il y a plusieurs moments dans le match où je revois une action où il doit décaler Ludovic Ajorc sur le côté, ses frappes de Toussaint par moment, mais pourtant, malgré tout ça, depuis qu'il est à Brest, en tout, c'est 16 ou 15 buts, je crois. C'est un joueur qui est régulièrement décisif. C'est De un la joueur tête même maintenant. de la tête, mais maintenant, c'est un joueur il y a une équipe avec Cameron Doumbia, une équipe sans lui. C'est un fait. Quand il n'est pas là, c'est quand même nettement moins bien dans l'animation offensive. J'en suis pas un grand fan par bien des aspects, parce que je trouve que, et pourtant il a l'air très sympathique, etc. Il n'y a pas du tout de problème, mais c'est plutôt pas d'un grand fan du joueur, hein, bien entendu. L'homme, je le connais pas du tout. Je trouve qu'il manque d'impact, qu'il manque il n'est pas assez acteur du match, mais il peut l'être par bribes, par instant. Ça manque de constance. J'ai pas encore un match à 90 minutes de Cameron Doumbia. Même quand il met un doublé contre Lille, il passe à côté de la moitié du match, quoi. Donc c'est dommage. En attendant, on n'a pas nettement mieux à sa place. Donc on a essayé avec Del Castillo en 10, je suis pas plus convaincu. Toi, je sais que tu n'es pas non plus un grand fan. Tu vois quand même des progrès dans son jeu. Tu penses comme moi qu'il faut le faire jouer de manière. C'est un des premiers noms que tu mets dans la feuille de match, sur la feuille de match, ou. Non, quand même pas. Après, voilà, le souci là, c'est qu'on a joué Metz, Metz qui était, bon, qui était vraiment pas brillant, qui lui a quand même laissé pas mal d'espace, qui nous a laissé le ballon, 56% de possession de balle, qui a joué assez bas. Et donc un peu à l'image du match contre Lorient, qu'on avait joué, où il met le quadruplé, il est assez à l'aise dans ces situations où finalement il peut revenir chercher le ballon. Alors c'est pas très bas, mais par rapport à, à notre bloc à nous, qui est quand même assez haut, c'est relativement bas. Donc ça veut dire à 40-45 mètres du but, et qu'il est assez libre d'avoir le ballon, enfin d'avoir la vision du jeu portée vers l'avant.
Et c'est quand même important, je pense, pour ce joueur d'avoir le ballon devant lui plutôt que derrière lui. C'est là qu'il est le meilleur. Et il n'a pas eu aussi beaucoup de duels à jouer, au milieu de terrain. Il était assez libre finalement et on lui a laissé pas mal de temps aussi pour, c'est quand même un joueur qui a, je pense, une vision du jeu, au-dessus de la moyenne. Il l'a montré sur un bon ballon qui donne à droite, à la Bolascari peut-être, en non, je crois que c'est à 2-1, où la frappe passe au-dessus, ou Chotard peut-être. C'est Je peut-être sais plus. Chotard. La frappe est Plus la déviée, passe au-dessus, mais on n'a pas corner. Je crois que c'est Chotard, ouais. Et il la met à droite, c'est une bonne passe, c'est plutôt bien joué. Heu, Maintenant, voilà, là, ça va être contre Strasbourg avec des joueurs bien meilleurs, une équipe bien meilleure. J'ai un peu peur qu'on retrouve, les travers de Kamori Doumbia, mais après un match pareil, on est «obligé» entre guillemets de lui redonner, confiance, et pour le coup, lui, ne pourra jamais se plaindre de jamais avoir eu la confiance de Bric Roy, parce que je pense qu'il l'a à un degré qui, franchement, est rarement vu au niveau professionnel. Parce qu'il y a quand même eu des matchs fantomatiques, et pourtant, bah, il l'a. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est quand même un joueur, en fait, il y a pas beaucoup d'autres, joueurs à ce poste, d'une part, donc. Et c'est quand même quelque chose qu'on a signalé depuis un certain moment, c'est que Éric Roy fait son système pour Kamori Doumbia. Ah bah, Parce que clairement, c'est le seul joueur qui peut jouer à ce poste-là, outre Romain Del Castillo, mais Romain Del Castillo, c'est quand même, le menhir, enfin le meuble du côté droit. Donc si tu le mets dans l'axe, tu as un petit souci de complémentarité pareil, avec Kenny Lalla, qui se retrouve avec, Dynamite B éventuellement. On a vu que c'était compliqué même pour Kenny Lalla de retrouver les automatismes, immédiats avec un autre joueur que Del Castillo. Donc c'est vrai que, bah, voilà, à lui de faire mieux. Et Éric Roy, bah, le dit régulièrement. Maintenant, voilà, on va voir sur les prochains matchs. Après, moi je suis pas très, très optimiste, mais si factuellement tu te retrouves avec une équipe qui est meilleure avec Kamori Doumbia, même si Kamori Doumbia n'est pas nécessairement très, très bon, bah, il faut faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Et si, le mieux pour l'équipe, c'est de mettre Kamori Doumbia en 10, bah, ainsi soit-il, quoi. de toute façon, je pense qu'on n'aura pas l'argent pour recruter un milieu de terrain offensif, un gardien, un milieu de terrain défensif cet hiver. Donc, il faut faire confiance à Doumbia. Attention aussi à la période de la CAN. Il y a pas beaucoup de matchs, je crois, qui sont, de Ligue 1 qui sont concernés. Il me semble que c'est que 2 matchs. Mais dans la situation du Stade Brestois, chaque match compte. Et bon, si c'est 2 matchs, alors si le Mali va loin, hein, mais si il faudra quand même faire attention à ce que Doumbia ne manque pas trop de matchs et en tout cas être capable de jouer sans lui à ce moment-là, début janvier. Exactement. Heu, Passons à droite. À droite, Romain Del Castillo. Quelqu'un nous a dit: «Quand Romain Del Castillo joue, on joue à 10». C'est dur, Moi, je c'est même trouve ça très très dur. dur. Moi, je trouve ça très, très dur. Je trouve ça très dur parce que, Del Castillo, déjà, de prime abord, c'est un joueur qui est respecté par tous les clubs de Ligue 1, toutes les équipes de Ligue 1. C'est un joueur qui est surveillé et qui, je suis d'accord, est peut-être un peu moins bien et que ses statistiques cachent ou, nuancent un peu la réalité parce je crois qu'il a 5 buts, il y a pas mal de pénaltys et que dans le jeu, c'est un joueur qui, lui aussi, parfois, a un peu tendance à se cacher peut-être ou à être moins présent. Pourtant, ouais, pour moi, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'équipe assez largement. Il est capable de débloquer un match, même si ses coups de pied arrêtés sont régulièrement, frustrants. On sait ce que ça vaut un Romain Del Castillo en forme et un Romain Del Castillo en forme, il y a pas beaucoup d'équipes du bas de tableau qui en ont dans leur effectif. Alors, même si en ce moment, c'est peut-être un peu moins bien ou si on a connu meilleur, pour moi, Brest peut absolument pas s'en passer. De toute façon, je vois pas qui tu mets à sa place. Si c'est pour mettre Naba Baldé qui va tout droit et trop vite, c'est pas la peine. Donc, moi, avec lui, on joue pas à 10. C'est pas le Del Castillo de l'année, c'est pas le Del Castillo qu'on a connu forcément il y a 1 an ou 2. Ça reste un joueur de Ligue 1 qui, normalement, dans une équipe qui joue le maintien, est absolument incontournable. Et ça reste un super joueur de foot aussi, et c'est quand même important d'en avoir sur le terrain. Mine de rien, c'est un sport où tu as besoin de qualité technique. Et en fait, si tu as pas Del Castillo, bah, qui en fait? Qui tu mets à la place de Del Castillo pour avoir ces qualités techniques? Tu peux pas non plus avoir 11 joueurs, 11 bagarreurs sur le terrain, ce serait fantastique. Mais en plus, bon voilà, tu as certaines,
certaines idées de jeu qui passent par Ajorg Del Castillo, qui parlent à peu près le même football. Et le souci, c'est peut-être aussi les joueurs à côté de Del Castillo plutôt que Del Castillo. Lui parle un football que les autres joueurs à côté de lui, outre Ajorg, ne parlent peut-être pas. Donc Mama Baldé, il parle pas même, Mama Baldé parle pas le même langage footballistique, ça je te confirme. est-ce qu'il parle le football? Déjà, d'une part. Avant, son entrée contre Metz et sa conduite de balle à la 92, je sais pas, centième minute, là, quand il va tout droit, tout droit, tout droit, et que je me demandais où il allait à un moment donné, tellement il a fait un crochet hallucinant. C'est voilà, pour un joueur qui est probablement le joueur peut-être le mieux payé du club, Mama Baldé, ou pas loin, ça fait mal quand même. Alors que Pathé, Ça progresse, Pathé. ça progresse. C'est Ça devient intéressant, foie gras, Pathé. là. Ça devient foie gras. Non, mais c'est mine de rien. C'est Non, peut-être le point positif de ces derniers matchs. il y a encore beaucoup de lacunes et beaucoup de choses qui sont énervantes, notamment ces plongeons Les simulations. et ces glissades. Je pense que peut-être avec l'argent des meubles, on pourrait y offrir Les crampons. des crampons. Mais clairement, il y a chez ce joueur une volonté de progresser. Il est très perfectible. Je pense qu'il y a quand même une marge de progression qui est assez immense. Tu vas pas me contredire là-dessus. En tout cas, c'est un joueur qui se donne. Et vu comment Eric Roy lui fait confiance, et je trouve ça bien que ce soit lui qui débute et pas Labo Lascari. Je vais te dire pourquoi. Parce que pourtant, je trouve que Labo Lascari, intrinsèquement, semble être un meilleur joueur de foot. On l'a vu quand il fait son crochet face à Lyon. Mais Pathé Mboup, appartient au Stade Brestois. Et c'est un joueur qu'il faut mettre en valeur, c'est un joueur qu'il faut valoriser, il faut lui donner de la confiance, du temps de jeu. Et à ce titre, j'étais content qu'il marque contre Metz. Il fait d'ailleurs en deuxième période, il fait un très beau contrôle aussi. C'est pas mal. Je sais pas, on n'a pas eu l'occasion trop d'en parler au stade ces derniers temps, mais toi, je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, je trouve qu'on tient un jeune qui a envie de progresser, qui a moyen de progresser. Ouais, et puis même contre Marseille, contre Lyon, alors très perfectible évidemment, surtout contre Marseille, il fait quand même une action extrêmement, frustrante où il récupère c'est Pathé Mboup un peu en 10 secondes. Il récupère le ballon très, très haut, dans les pieds d'un Marseillais. Il va vers l'avant, il va dans la surface et il tombe alors que personne ne le touche. Alors qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Il y avait du monde, au centre, hein, si je ne dis pas de bêtises en plus. Donc voilà, c'est quand même Pathé Mboup, le résumé de Pathé Mboup en une action. Maintenant, c'est aussi l'un des seuls qui met un peu de vie dans son jeu, qui va vers l'avant, qui propose des choses, qui essaye de faire des différences. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça commence à venir de plus en plus, j'ai envie de dire. Il y a eu des matchs en début de saison où il y avait rien qui y allait. Ceci étant, je crois que c'est contre Nice où il est titulaire, où, il fait une super transversale qui amène le premier but, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a quand même des Contre Nice, très belle traversale pour Del Castillo, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et alors par contre malheureusement, c'était l'une des seules choses qu'il a réussi dans le match. Et en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui passent, chez ce joueur. Il y a un excellent état d'esprit. Alors je pense que c'est pas, le joueur le plus intelligent, donc il y aura toujours ce côté un peu frustrant, chez Pathé Mboup. Ceci étant, je pense que ça va devenir un joueur, très, très apprécié des supporters parce qu'il se la donne. Et quand on voit l'état un peu de l'équipe, sur ces derniers matchs, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui se la donnaient autant, qui, allaient chercher des ballons dans les pieds de l'équipe adverse, voilà, qui faisaient les efforts, qui taclaient, même si c'est parfois un peu maladroit comme un attaquant malheureusement. Mais ouais, il y a de quoi s'enthousiasmer, j'ai envie de dire. C'est peut-être la recrue qui donne le plus satisfaction, hein, ce qui est pas nécessairement une bonne nouvelle. Non, non, c'est clair. Mais ça apparaît comme c'est l'un des seuls joueurs qu'on a envie de voir, match après match, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer. Et c'est normal d'avoir cette période d'adaptation aussi quand tu arrives de Ligue 2, que tu as un joueur qui a l'air quand même très, très brut de décoffrage. Et voilà, malheureusement, il faut un peu de temps pour réussir à le polir. Et je pense que ce but contre Metz, il a fait beaucoup de bien à l'équipe, d'une part, parce que ça faisait quand même un sacré paquet de temps qu'on n'avait pas marqué un but. Mais aussi lui pour débloquer son compteur, chose qu'il a failli faire contre Lyon d'une superbe frappe d'ailleurs. Là, c'était un peu plus raccro, même si l'enchaînement est plutôt sympa, hein, notamment le contrôle de balle sur une belle ouverture de Chardonnay d'ailleurs. Heu,
C'était plutôt un joli but et content pour Mbut parce que, je pense il a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de bonne volonté chez ce joueur et je pense qu'il y a du potentiel à aller chercher et comme tu l'as dit, c'est un joueur, mine de rien qu'il faut valoriser, il y en a pas tellement, hein, dans ce Stade brestois, de moins en moins. Il y a toujours un voire 2, voire 3 qui s'en vont, chaque été donc il faut les remplacer pour assurer une pérennité financière, du club. C'est un peu triste à dire, seulement 4 mois après son arrivée, voire 3 mois, mais il faut penser aussi à ce à ce côté-là du football parce que, malheureusement, actuellement, en tout cas, Brest est en plein dedans. Pour finir, peut-être, le dernier point qui ne sera peut-être pas le plus petit, mais on doit parler un peu mercato. Alors, tu l'as écrit à juste titre dans le squelette de ce podcast. Éric Roy dit qu'il n'en attend pas grand-chose du mercato, qu'il y a pas de sous. Pourtant, a priori, il y a quand même 3 millions qui étaient censés partir sur un gardien qui n'ont a priori pas été dépensés, à moins qu'on ne soit pas au courant, qu'ils soient partis, dans la refonte du centre d'entraînement, du centre de formation peut-être, qui sont d'ailleurs des bonnes nouvelles. Mais a priori, il y a quand même un peu de sous qui traînent. Donc, est-ce que toi tu en attends quelque chose? Pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu ta question. Est-ce que tu De peux me ce la répéter? mercato. Le mercato, est-ce que contrairement à l'entraîneur, est-ce que tu en attends quelque chose? C'est une question qui finalement, serait très intéressante dans de nombreux clubs de Ligue 1, mais j'ai l'impression qu'à Brest, il y a pas on peut rien attendre d'un tel mercato. On a bien vu au mercato estival qu'on espérait, pourtant malgré le fait qu'on nous dise qu'on avait un petit peu d'argent, que l'argent n'a pas été posé sur la table. Alors est-ce que ça va être posé là, en janvier? L'urgence entre guillemets de la situation comptable, et on verra ce que ça donne sur les 3 prochains matchs, fait que peut-être, Grégory Lorenzi va vouloir investir un petit peu cet hiver pour éviter une relégation qui serait, dramatique, hein. Enfin, pour à mes yeux, qui serait dramatique, même si j'ai pas l'impression qu'au club, tout le monde s'en inquiète particulièrement quand on voit les déclarations des uns et des autres. J'aimerais bien, oui, dans mes rêves les plus fous, j'attends un gardien de but titulaire de Ligue 1. Yann parlait de Dupé. Moi, j'attends un gardien qui a fait ses preuves en Ligue 1. Après, j'en attends pas bien davantage. Ça, c'est clair que je ne m'attends pas à avoir 3 ou 4 recrues qui arrivent. Au niveau des prêts, il faudrait qu'on regarde à combien on en a encore droit. Mais j'aimerais bien un gardien qui puisse rassurer tout le monde sur la deuxième partie de saison. Est-ce que, il faudrait aussi, essayer est-ce que tu paierais Monaco pour reprendre Maetsky? Ouais, ça dépend combien. Si tu En gros, il faut payer ces 6 mois de salaire de Si le temps. Brassier comme, Marseille avait fait pour Brassier? Si c'est pour pas recruter derrière, non. Si c'est pour, si on peut investir sur quelqu'un d'autre derrière, mais qu'il faut virer Maïeski, oui. Mais si c'est pour, garder Couder et Jony juste en numéro 2, non. Gardons Maïeski, ne payons pas en plus de toute façon. Parce que est-ce l'idée de la question, c'est est-ce qu'en fait, il sera négatif à à l'état d'esprit du club? Il y aura toujours des questions autour de Maetsky, est-ce que, s'il reste et que Couder fait des mauvaises prestations, est-ce qu'il y aura toujours le débat, est-ce qu'il faut remettre Maetsky? Tu vois? Des choses comme ça. Je pense que Maïeski a usé de toute façon de tout son crédit, de toutes les chances qu'il a pu avoir, et à mon avis, même si Couder est vraiment il faudrait vraiment que Couder soit moins que rien pour qu'on se dise que Maïeski soit mieux quand même, hein. Donc non, mais c'est vrai, Oui, oui, oui. Maïeski, c'était un plot dans les buts à la fin, faut arrêter. Pour qu'on se Si jamais on vient avoir la discussion, est-ce qu'il faut remettre Maïeski? C'est vraiment que Couder a fait des grosses, grosses conneries, hein. Ah ça, clairement. Clairement, donc rien pour toi du mercato d'hiver, tu t'attends pas à grand chose, d'autant que, il faut aussi mettre en contexte le mercato d'hiver. Tu as des clubs qui sont en pleine saison, hein, évidemment comme, comme Brest, hein, et qui tu vas aller chercher? C'est Tu des en fait, tu peux aller chercher des gardiens numéro un, mais les clubs, ils ont pas envie de s'en débarrasser évidemment du Est-ce qu'il y gardien a pas numéro un. des clubs, que ce soit des clubs suédois, là, norvégiens, qui terminent leur championnat, Tout à fait, ouais. qui pourraient éventuellement être eux dans leur intersaison, avec des gardiens qui pourraient nous intéresser? Tu connais mieux ces championnats que moi. Après en tout cas, on espère que ça bosse dur, à ce niveau-là. Parce que, le problème, on le voit depuis le début de saison. Donc on espère que et encore avant, finalement, parce que tu pas eu les joueurs que tu voulais. Tu t'es retrouvé avec un gardien dont c'était pas visiblement pas la priorité. On espère que, ils sont toujours sur le coup et d'ailleurs, l'idéal, c'était de prendre, Turnbull. Finalement, Turnbull, il serait arrivé qu'en janvier aussi, dans la même situation que, le Stade brestois actuellement.
Donc finalement, ça change théoriquement pas grand-chose à ce qui se passe autour du club. Il faut un gardien et éventuellement, en Norvège, Suède, des championnats qui ont terminé leur saison et il y a le Japon aussi si, ou la Corée du Sud si jamais, après compliqué Japon, Donc, Corée du Sud d'un non, point de vue, mais non, ça non, c'est pas possible niveau même intégration. Même un gardien qui vient d'un pays un peu, ouais, d'un pays scandinave ou d'un pays balte, mais bon, je vois pas trop des gardiens qui soient au niveau Ligue 1 dans ces pays-là. Enfin, en tout cas, en Estonie, Lettonie, Lituanie, je connais pas, mais j'ai un peu de doute. Mais non, moi, idéalement, dans l'idéal, ce serait un gardien qui arrive à Noël, qui connaît la Ligue 1. On parlait de Dupé, qui joue pas à Nice. J'en vois pas forcément d'autres. il y a tu vois, il y a Rémi Descamps. Il y a Rémi Descamps, mais j'ai peur que ce soit un petit peu cher et en plus, ouais. Oui, oui, Et oui, tu oui, ouais, oui. tu vois, tu te retrouves dans la situation, en fait, ils ont pas envie de lâcher leur numéro 2 parce que, c'est leur numéro 1, il se blesse. Si jamais il fait des moins bonnes prestations, D'autant il faut que qu'il y ait quelqu'un Descamps, derrière, d'autant qu'il a montré en début de saison c'est ça. qu'il avait le niveau pour remplir le rôle. Donc, je vois pas non plus l'OL s'en passer. Franchement, j'espère que Grégory Lorenzi est plus inspiré que nous. Lui, c'est son boulot pour trouver quelqu'un qui soit capable de remplir le rôle. Ou alors, on fait confiance à Couder. De toute manière, il faudra un gardien pour la saison prochaine. Donc, ce qu'il arrive l'été prochain ou cet hiver, il faut déjà commencer à réfléchir à la question, quoi. Après la question, ce sera, la saison prochaine, est-ce qu'on sera en Ligue 1 ou en Ligue 2? Toi, t'en penses quoi, là, si aujourd'hui on devait te poser la question, où jouera le Stade Brestois l'année prochaine, dans quel championnat, tu me dirais quoi? Toujours Ligue 1. Tu penses que moi, je Présentement, pense toujours Ligue aussi. 1, ouais. Moi, je pense aussi, je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont inférieurs, que ce soit même Metz, qu'on a vu là, concrètement à Le Blé, c'était vraiment pas dingue. Il y a des équipes, je pense également que Le Havre et Angers font un début de saison qui est intéressant, cohérent, mais qu'à terme, ça risque peut-être de rentrer un peu dans le rang. Et puis Enfin, je derrière, veux dire, il y a des clubs un peu puants comme Nantes où ça sent pas bon, tu vois? Des Lorient. choses comme ça. Ouais, tu as toujours des clubs où qui sont censés être meilleurs. Alors malheureusement, ça peut aussi tomber sur Brest, hein, qui sont censés être meilleurs, mais l'atmosphère, l'ambiance autour du club fait que ça peut partir un peu en cacahuète. Après, je pense qu'un club comme Nantes, par exemple, est beaucoup plus enclin, même Lorient avec, ce qui se passe autour de l'investisseur, enfin du prêt de la présidence, ce qui passe avec Bournemouth. Tu vois, ça peut gâcher un peu une saison. Alors que je pense qu'à Brest, par exemple, les supporters, on continuera à soutenir le club, bien qu'il y ait pas beaucoup de raisons de le soutenir actuellement. Heu, je pense que les mois récents, les années récentes font que aussi on a bien mangé et que, je pense qu'il y a le bénéfice du doute qui a été gagné aussi, à ce niveau-là et que, ils méritent aussi un peu il y a peut-être pas tous les joueurs, tu vois? Mais Chardonnay, Magnetti, des mecs qui ont connu, le club depuis Del Castillo, des mecs à Jorque, des mecs qui ont connu le club depuis plusieurs saisons, méritent un peu de soutien, de sympathie et des Kenny Lala évidemment, des mecs comme ça. Je pense, hein, que de toute façon, ils auront un soutien populaire, un soutien du public jusqu'à la fin et que même si Brest devait descendre en Ligue 2 à la fin de saison, il y aurait beaucoup de choses à dire si ça arrivait, je pense qu'au niveau de la gestion et d'ailleurs, ce ne seraient pas les joueurs les premiers responsables à mon sens. Vraiment, vraiment loin de là parce que ces joueurs-là, pour la plupart, ils étaient en Ligue des Champions l'année dernière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la gestion du club, mais les joueurs et le coach et le staff, je pense sincèrement que ce sont des gens qui font absolument de leur mieux et qui font tout leur possible pour que ça aille bien et Ouais, c'est ça. à partir de là, je pense qu'on ne peut que nous, à notre échelle, les soutenir et les encourager. Après, ce qui se passe au club par bien des aspects, je pense en termes d'investissement et encore, on ne peut que respecter les gens qui mettent leur argent, bien entendu, mais de vision club, peut-être de vision mercato, là, il y a des choses avec lesquelles je suis plus en désaccord, mais bon, pour autant, sur le terrain, ce qu'ils font, c'est certainement, ce qu'ils font ils font de leur mieux. Ouais, je suis d'accord. On va au moins soutenir les joueurs et après il y aura des choses à dire en espérant que ce soit, malgré tout en Ligue 1. Mais oui, toi, tu me rejoins en disant a priori, pour toi, ce sera la Ligue 1 de l'année prochaine pour l'instant, à l'heure actuelle. Pour moi, si aujourd'hui je devais signer Ligue 1, Ligue 2, je te dirais Ligue 1. Derrière, je vois Lorient, je vois éventuellement Nantes. Je me dis que des clubs après dans une bagarre Angers, Le Havre, Metz, on a nos arguments, il n'y a pas de raison qu'on soit derrière ces clubs-là. Faut Malgré garder tout, il va falloir quand même se trouver. absolument. Heu, Oui, il faut pas non plus que, moi je peux tenir discours, mais il faut pas qu'eux tiennent ce discours en interne en disant ça. oui, voilà. Jusqu'au moment où ça Si se nous, fait on pas. se dit ça, c'est OK. Si eux se disent ça, c'est pas bon. On verra bien. On verra bien, on verra déjà davantage, d'ici un mois, hein, quand on sera en pleine trêve. Après, c'est vrai que
Bon, si on va un peu plus loin, je vais te citer, je sais que tu n'aimes pas ça, c'est pas grave. Je vais te citer un peu plus de stats avancées et au niveau, tu vois, des stats avancées, on est plutôt pas mal. On est le seul club de la colonne de droite avec, des stats avancées positives avec, enfin en gros, l'idée c'est qu'on fait, preuve d'inefficacité pour l'instant devant le but et finalement d'inefficacité dans les 2 surfaces puisqu'on prend plus de buts qu'on ne le devrait. Bizarre, hein, ça vraiment on ne pouvait pas s'y attendre, hein, c'est dingue. Et on marque moins de buts qu'on ne le devrait et ça nous rend des expected goals où on est en positif. Alors, sans que ce soit, nécessairement une excellente nouvelle, on va dire c'est rassurant, mais malheureusement, c'est aussi ce qui se passe quand on ne marque pas de but pendant 4 matchs. Bah, évidemment, tu te procures quelques occasions, donc ça fait monter tes expected goals, mais tu ne marques pas de but. Bon, c'est pas nécessairement très, très reluisant. Mais à noter aussi qu'on a plutôt une bonne différence de but par rapport à nos adversaires directs. Donc c'est plutôt positif. On rajoutera le Paris FC qui sera peut-être dans la course aussi. Et après bon, on monte à Toulouse, Nice. Là, ce sera sûrement un peu plus tranquille, même si, Toulouse qui perd à domicile contre Angers, c'est pas non plus, très, très reluisant pour nos amis toulousains qui nous ont battus 2-0 sur 2 erreurs brestoises. Il faudrait arrêter de faire des erreurs aussi, évidemment. On est vraiment Et pénalisé par cette et on erreur, n'a pas cité Auxerre, mais c'est pas joli, joli, joli Ah aussi. oui, tu as raison, bah, Auxerre est bon dernier d'ailleurs. Bon dernier, avec 2 victoires seulement contre les superbes 3 victoires brestoises. Eh oui, ça fait une victoire en plus quand même, hein. Et quand on en a que 3, ça fait quand même, un bon pourcentage de plus. Eh oui, Fanche, bah super, super Fanche, super, merci à toi. On salue Yann également, qui, n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui est toujours, très, très, investi de son travail. Alors que nous, c'est plutôt, et je sais que toi tu l'es également, bien sûr, mais on a quand même un peu plus de temps à consacrer à notre passion footballistique et ça fait toujours un peu plaisir, même si, bon, c'est pas des sujets très, très agréables actuellement. C'était mieux il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, on est quand on supporte le Stade Brestois, on est là quand ça va très bien, mais également quand ça ne va pas. Et Et d'ailleurs, on a lancé le podcast, quand on n'était pas très, très bon non plus en Ligue 1 et pour autant ça a continué. Donc c'est intéressant, je trouve, d'essayer de comprendre, de voir ce qui va pas et puis même quand les résultats ne sont pas ceux escomptés, il y a des choses à dire et ça reste notre club quoi qu'il arrive. Donc même s'il était en Ligue 2, on en parlerait. exactement. Ceci étant, on va pas le souhaiter. Ouais. Bien sûr que non. Ce sera quand même moins agréable de parler des déplacements à Pau et à Valenciennes que des déplacements à Barcelone. Voilà. Faut le Non, dire. non, on ne souhaite C'est vrai. absolument aucun mal à personne dans ce club et Absolument. surtout pas à l'équipe et aux joueurs, bien entendu. À la prochaine. Merci à vous de nous écouter et Allez, ouais. à la prochaine et comme tu l'as si bien dit, allez droite. Ciao. Club 80, sont donc de faire le repas, tu nous appartiens. Brest 50-80, faites mon tour dans le main, les diront très loin. Inside, Brest 80, chante de faire le flan, qui nous appartient. Brest 50-80, faites mon tour dans les mains, les diront très loin. Chaque fois que tu es vainqueur, c'est du soleil au cœur. Je renvoie le désert de bonheur, une immense clameur. C'est le journal. Ensuite,